Le pire, c'est quand elle a commencé à inventer des histoires. Elle a dit à plusieurs de ses amis et à sa famille qu'elle était enceinte de lui, et s'était acheté un faux ventre de femme enceinte sur Amazon. Mon ex-femme était obsédée par la propreté. Ce n'était pas une simple envie de garder son espace propre, c'était un besoin compulsif de tout désinfecter, tout le temps. Chaque objet avait une place précise, et rien ne devait bouger d'un millimètre. Au début, ça ne me dérangeait pas. Après tout, qui se plaint d'un appartement propre? Mais peu à peu, son obsession est devenue évidente. Elle passait des heures à frotter les sols, à nettoyer les murs, à désinfecter chaque poignée de porte après qu'on l'avait touchée. Je la voyais se laver les mains jusqu'à ce qu'elles soient rouges et craquelées, comme si elle ne pouvait jamais se débarrasser des germes. Elle avait un rituel de nettoyage qui ne tolérait aucun écart, et si je faisais une erreur, comme marcher avec mes chaussures sur le tapis, elle perdait complètement son calme. Elle a commencé à éviter les sorties. Aller dans des lieux publics était impensable, trop de microbes, trop de risques. Quand elle rentrait de l'extérieur, elle se changeait immédiatement, mettant ses vêtements dans des sacs en plastique qu'elle emmenait à la laverie. Une fois, elle a même désinfecté notre boîte aux lettres parce qu'elle était convaincue qu'une simple lettre pouvait contaminer notre appartement. Le pire, c'est que son obsession pour la propreté a affecté ses relations. Elle n'invitait plus personne chez nous. Si quelqu'un osait venir, elle nettoyait l'endroit pendant des heures après leur départ, comme si elle essayait d'effacer leur existence. Je l'ai vue pleurer de frustration, convaincue que son monde s'effondrait si elle n'avait pas le contrôle total. Elle a commencé à tomber malade, son système immunitaire affaibli par l'absence totale de microbes dans sa vie. Finalement, elle a compris que cette obsession la détruisait. Ses mains étaient couvertes de plaies, son esprit tourmenté par des peurs irrationnelles. Avec l'aide de sa famille, elle a accepté de suivre une thérapie. J'avais un pote qui voulait désespérément devenir célèbre. Son obsession pour la célébrité a commencé de manière presque innocente, comme une simple envie de reconnaissance. Tout a pris une tournure beaucoup plus sérieuse le jour où il a décidé que sa vie n'aurait aucun sens sans des millions d'abonnés, sans des milliers de likes qui valideraient son existence. Il a commencé par créer du contenu sur les réseaux sociaux, des vidéos amusantes, des défis populaires, des blagues parfois drôles, parfois maladroites. Au début, c'était divertissant, et ses amis, moi y compris, le soutenions en likant et partageant ses publications. Mais très vite, cette recherche d'attention est devenue un monstre incontrôlable. Chaque jour, il passait des heures à analyser ses statistiques, à regarder qui l'avait suivi ou, pire encore, qui avait osé le « unfollow ». Les journées s'écoulaient dans un cycle sans fin de création et de déception. Quand une vidéo ne performait pas comme il l'espérait, c'était un drame. Il s'enfermait dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit, se murant dans une colère froide, répétant que le monde ne le comprenait pas. Il a commencé à faire des choses de plus en plus folles pour attirer l'attention. Des cascades dangereuses, des défis humiliants, des vidéos où il provoquait des inconnus dans la rue. Je le regardais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prenait des risques insensés juste pour obtenir quelques secondes de gloire numérique. Un soir, il m'a avoué, les larmes aux yeux, qu'il ne se reconnaissait plus, mais il ne pouvait pas arrêter. Il avait l'impression que s'il cessait de produire du contenu, il disparaîtrait. Je voyais cette peur dans ses yeux, cette peur de ne plus exister aux yeux des autres, de n'être qu'un être humain parmi tant d'autres, sans reconnaissance, sans importance. Le point culminant de cette obsession a été un accident. Il tentait de grimper sur un monument pour tourner une vidéo virale, mais il a perdu pied, chutant de plusieurs mètres. Il a survécu, mais les fractures et blessures l'ont cloué au lit pendant des mois. C'est là, dans cet état de vulnérabilité, qu'il a commencé à réaliser l'absurdité de son obsession. Mais il avait déjà tout perdu, sa santé, des amitiés précieuses, et même son propre respect de lui-même. Aujourd'hui, il raconte cette période comme un cauchemar dont il ne pensait jamais pouvoir s'échapper. J'ai ce besoin étrange de faire les choses en série de 4, et ça doit souvent se sentir équilibré. Par exemple,
si je touche la poignée d'une porte avec ma main droite, je vais devoir ensuite la toucher 2 fois avec ma main gauche, puis encore une fois avec la droite. Si je n'arrive pas à finir cette séquence, c'est quasiment impossible pour moi de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Ce comportement rituel, je le retrouve dans plein de situations quotidiennes, que ce soit en nettoyant, en marchant ou même en m'installant dans un endroit. Tout doit être fait de manière précise et symétrique, et si une étape est omise, je me sens perdu, comme si tout devenait chaotique. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui est franchement frustrant. Parce que, d'un point de vue logique, je sais que ça n'a pas de sens. J'arrive à le rationaliser dans ma tête, mais ça ne change rien, mon corps, mon esprit, ils suivent cette logique interne qu'il faut que ce soit fait de cette manière. C'est une sorte de pression constante que je ressens, et elle s'intensifie particulièrement quand je suis stressé. Les années de thérapie m'ont aidé à contrôler un peu mieux tout ça, mais il suffit d'un moment de tension pour que ces comportements ressurgissent. Il faut dire qu'ils sont profondément enracinés dans mes habitudes. Pour les personnes qui essaient de comprendre ce que c'est, la meilleure représentation que j'ai vue était dans le personnage que Michael J. Fox a joué dans la série Scrubs. Il y a une scène où son personnage se lave les mains et ne peut pas s'arrêter, même après des heures, jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé par ce rituel. C'était tellement réaliste pour moi. J'ai vu cette scène et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est ce besoin irrationnel de répétition, de perfection dans la séquence des actions, et cette angoisse de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir compléter quelque chose, comme si ça avait un impact sur ma capacité à avancer dans la vie. C'est épuisant. C'est aussi épuisant de devoir constamment expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Parce que même si tu sais que c'est ridicule, même si tu sais que ça n'a aucune importance en soi, c'est comme une compulsion, un besoin urgent de faire tout de manière spécifique, de terminer chaque série. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, la frustration et l'anxiété sont presque insupportables. C'est comme si je n'arrivais plus à fonctionner correctement tant que ce rituel n'est pas achevé. Ma mère. Elle est tellement obsédée par l'image de la femme chrétienne parfaite qu'elle a absolument voulu avoir un enfant dès qu'elle a épousé mon père. Ce serait presque admirable si elle était réellement ainsi dans sa vie privée, mais ce n'était qu'une façade. À l'extérieur, elle disait qu'avoir un enfant ferait d'elle une bonne chrétienne, mais en réalité, elle voulait un esclave. Quelqu'un qu'elle pourrait manipuler et garder sous son contrôle pour ne jamais avoir à faire quoi que ce soit à la maison. Elle était obsédée par l'idée d'être perçue comme une mère dévouée, mais derrière cette façade, c'était tout le contraire. Elle me contrôlait totalement, au point de m'interdire d'avoir des amis. Elle disait que cela me détournerait de mes responsabilités et de ce que je pourrais faire pour elle. Je n'étais pas un enfant aux yeux d'une mère, j'étais un instrument pour qu'elle puisse éviter toute tâche domestique. À 16 ans, la lutte pour avoir une vie normale a commencé. J'ai dû me battre pour ouvrir un compte bancaire, me battre pour obtenir un travail, des droits que n'importe quel jeune aurait dû avoir facilement. Elle prenait régulièrement mon argent, en me disant que ce n'était qu'un prêt, et que je le récupérerais sous forme de mensualité, mais je ne revoyais jamais ce fric. Pire encore, elle m'interdisait de passer mon permis de conduire. Elle ne voulait surtout pas que je devienne autonome, et je le voyais bien. Heureusement, l'une des personnes de son église a fini par voir qui elle était vraiment. Cette personne a vu au-delà de son masque et a décidé de m'aider. Elle m'a aidé à ouvrir un compte bancaire auquel elle ne pouvait pas accéder, m'a emmené passer mon permis de conduire et m'a même donné sa vieille voiture toute cabossée. Ce fut un tournant décisif. À 18 ans, j'ai enfin réussi à économiser assez d'argent pour faire un dépôt pour un appartement. Je l'ai payé avec l'argent de mon compte secret. Ensuite, j'ai commencé à emballer mes affaires pour partir, et là, elle a complètement pété les plombs. Elle a menacé d'appeler la police, me disant que j'étais son fils et qu'elle avait un contrôle total sur moi. J'ai juste pris mes affaires, je suis allé à l'église où était garée ma voiture et j'ai tout mis dans le coffre. Elle a fini par appeler les flics, pensant que je n'avais pas de permis et que j'avais volé la voiture. Le policier a été très calme et m'a demandé mes papiers. Je lui ai montré mon permis de conduire, et la personne qui m'avait aidé est venue expliquer que la voiture m'appartenait, qu'elle m'avait simplement prêté la sienne. Pendant ce temps, ma mère était là, hurlant,
en train de me dire que je l'abandonnais après tout ce qu'elle avait fait pour moi. C'était presque surréaliste. J'ai demandé aux policiers de l'empêcher de me suivre, et j'ai pris la route, libre enfin. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Mais selon ce que m'a raconté mon ami, elle a eu une sorte de breakdown mental et a fini par avouer toutes les atrocités qu'elle m'avait infligées, espérant peut-être attirer de la sympathie. Mais la réalité, c'est que, au lieu de me blâmer, elle a été rejetée par sa propre communauté. Son image de mère parfaite s'est effondrée, et son statut à l'église est désormais ruiné. Pour ma part, j'ai changé de nom et d'apparence, afin qu'elle ne puisse pas me retrouver. Et si jamais elle venait à me retrouver, je sais que le père de mon colocataire est policier et qu'il connaît toute l'histoire. Je me sens donc en sécurité, même si je sais que je dois rester vigilant. J'ai pris ma vie en main, et je suis enfin libre de décider de mon propre chemin, loin de l'emprise de cette femme. Je connais quelqu'un qui a été consumé par une obsession qui semblait inoffensive au départ. Il était danseur, et je l'admirais pour sa passion et sa discipline. C'était quelqu'un de talentueux, dont chaque mouvement captivait les spectateurs. Il voulait atteindre un niveau de perfection que peu d'entre nous pouvaient comprendre. Au début, c'était encore quelque chose de beau, une motivation qui le poussait à s'améliorer, une quête ambitieuse mais presque admirable. Tout a commencé de manière subtile. Ces entraînements de 2 heures sont devenus des sessions de 4, puis de 6 heures. Il s'est mis à passer ses soirées entières à la salle de danse, et quand je lui demandais de sortir pour se détendre, il trouvait toujours une excuse. Ce n'était jamais le bon moment, jamais le bon jour. Rapidement, l'intensité de ses séances augmentait à un rythme alarmant. Il rentrait chez lui épuisé, souvent en boitant, mais il ne voulait jamais admettre que son corps commençait à craquer. Je le voyais se tenir devant ce miroir de la salle, des heures durant, scrutant le moindre de ses mouvements. Il cherchait à traquer les défauts, les imperfections. Ce miroir, au fil des jours, est devenu une sorte de tyran silencieux. Il ne le voyait pas comme un simple reflet, mais comme une entité qui le jugeait, qui lui imposait de travailler encore plus dur. Même ses nuits étaient hantées par des rêves de chorégraphies ratées, de pirouettes imparfaites. Il a fini par sacrifier des aspects essentiels de sa vie. Les repas, par exemple, devenaient des moments qu'il sautait systématiquement. Il perdait du poids, devenait plus pâle, avec des cernes si profondes qu'elles semblaient sculptées dans sa peau. Ses blessures se multipliaient, les genoux enflés, les ampoules ensanglantées sur ses pieds, les muscles contractés au point de ne plus supporter la moindre pression. Une fois, je l'ai surpris en pleine nuit, seul dans la salle de danse. Il répétait un enchaînement pour la 50e fois, ses yeux rouges de fatigue, les joues striées de larmes. Il s'est effondré, non pas à cause d'un mouvement mal fait, mais parce qu'il n'en pouvait plus. Pourtant, même là, il refusait de lâcher. Ses relations ont volé en éclats. Les amis se sont éloignés, fatigués de l'inviter sans jamais recevoir de réponse. Sa famille lui a fait des ultimatums qu'il ignorait. Il évitait les gens, s'enfermait dans sa bulle de perfection impossible. Pire, il se punissait physiquement, coups de pied contre les murs, des heures supplémentaires de répétition, des privations de sommeil pour mériter d'être meilleur. Les entraîneurs lui disaient de se reposer, mais il les traitait de faibles, refusant de croire que le repos faisait partie du processus. Le point de rupture est arrivé quand son corps n'a plus tenu. Une blessure grave à la hanche, irréversible. Il a été cloué au lit, immobilisé. C'est là que tout est tombé, comme un château de cartes. Sa carrière, ses rêves, tout ce qu'il avait sacrifié pour cette perfection inatteignable s'est effondré, le laissant vide, un fantôme de lui-même. Lorsque j'étais stationné en Corée, j'ai vécu une situation plutôt étrange et disons, un peu comique, mais aussi un peu embarrassante. Mon ex-petite amie, qui avait toujours du mal à me lâcher, avait trouvé un moyen bien particulier pour tenter de semer la discorde dans ma vie actuelle. Elle a commencé à envoyer des emails à ma femme, prétendant être différentes femmes coréennes avec lesquelles je serais soi-disant infidèle. C'était un véritable jeu de dupes. Au début, ma femme m'en parlait avec un certain agacement, mais aussi avec beaucoup de scepticisme.
Elle me montrait les messages et, honnêtement, c'était tellement invraisemblable qu'on en a ri ensemble. Elle savait que ce genre de comportement n'avait rien à voir avec ma personnalité, et encore moins avec la réalité de notre relation. Cependant, il n'était pas facile de garder son calme, surtout quand les messages devenaient de plus en plus nombreux, et que mon ex semblait s'acharner à tordre la vérité. Les mets étaient toujours les mêmes, des femmes différentes, avec des histoires inventées, prétendant être mes maîtresses en Corée. Certaines disaient m'avoir rencontré dans des bars, d'autres dans des restaurants, mais aucune ne semblait avoir la moindre preuve tangible de quoi que ce soit. C'était comme si chaque message était une nouvelle version d'un même scénario fantaisiste. Ma femme et moi avons décidé de jouer le jeu, en restant calmes et en rigolant de cette situation absurde. Je lui ai même suggéré de répondre de manière un peu sarcastique, juste pour voir jusqu'où cette histoire irait. C'est alors que, d'un coup, mon ex-petite amie a fini par avouer qu'elle était derrière tout cela. Elle m'a écrit un dernier message pour se confesser, expliquant qu'elle n'avait jamais accepté la fin de notre relation et qu'elle voulait faire souffrir ma femme. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle ne semblait même pas regretter ses actes. Ma femme, bien sûr, n'a pas apprécié du tout, mais elle a pris ça avec une grande tranquillité. Elle m'a simplement dit que c'était une réaction compréhensible, étant donné que mon ex n'avait jamais vraiment tourné la page. Mais là où l'histoire devient encore plus intéressante, c'est que, peu de temps après, le mari de mon ex-petite amie m'a contacté. Il était furieux, me reprochant d'être la cause de la situation, me disant que sa femme était obsédée par moi et qu'elle continuait à chercher des excuses pour rester connectée à mon passé. Je n'ai pas répondu directement, mais j'ai bien compris que cela ne faisait qu'ajouter à la complexité de cette histoire. Ce n'était pas tant que ma femme et moi étions choqués, mais plutôt que cet enchevêtrement de mensonges et de manipulations venait d'une personne qui n'arrivait pas à se détacher d'une relation ancienne et qui, à cause de cela, avait fini par créer une sérieuse tension dans son propre mariage. Le plus ironique, c'est qu'elle n'avait pas réussi à détruire ma relation avec ma femme, bien au contraire, cela nous avait rapprochés. Depuis, mon ex n'a plus jamais essayé de reprendre contact. Et je crois que, d'une certaine manière, elle a finalement compris qu'elle ne pourrait jamais remettre en cause ce que ma femme et moi avons construit ensemble. Mais il reste ce souvenir de cette période, un mélange de fou rire et de moments un peu tendus, qui montre à quel point certaines personnes peuvent s'acharner sur des fictions au lieu d'accepter la réalité. Je n'ai plus de TOC religieux aujourd'hui, mais il fut un temps où c'était une lutte constante. Mon obsession, c'était cette idée qu'il fallait absolument que je plaise à Dieu en tout temps, que je sois parfait aux yeux de lui. Si je faisais quelque chose de mal, je pensais que je devais me punir moi-même, sinon je risquais de subir une punition éternelle quand je mourrais. C'était une peur constante, une angoisse qui ne me lâchait jamais. Je vivais dans l'obsession que si je n'étais pas assez bon, j'irais en enfer. Chaque geste, chaque pensée, chaque parole avait une importance énorme, et cette pression était écrasante. Mes compulsions étaient principalement des rituels. Je croyais que la saleté était un péché, alors je me lavais constamment, je prenais des bains répétés, je me lavais les mains encore et encore, chaque fois que je pensais que je n'étais pas pur. Si je faisais quelque chose de mal, même une petite chose, j'avais l'impression que la seule façon de me racheter était de prier pour demander pardon, mais ce n'était jamais suffisant. Je devais aussi me punir. Souvent, je me frappais, soit avec mes poings, soit en me donnant des coups de ceinture, comme si cela pouvait expier mes fautes et m'absoudre des péchés que je pensais avoir commis. Je n'étais jamais à l'aise, même dans mon propre corps. Je ressentais cette urgence constante de purger mes péchés, de réparer mes erreurs, de faire des actes qui me prouvaient à moi-même que je méritais la rédemption. Je me suis retrouvé à fréquenter l'église tous les jours où il y avait des offices, comme si c'était une nécessité absolue pour sauver mon âme. C'était un rituel quotidien, assister à la messe, répéter des prières sans fin, toujours dans l'espoir que ça suffirait à me purifier. À l'église, je faisais aussi un geste symbolique plusieurs fois par jour, je me signais avec de l'eau bénite, encore et encore, croyant que cela me protégeait des démons et du péché. C'était un acte que je devais accomplir, presque mécaniquement, pour m'assurer que je ne risquais pas de tomber dans la tentation. Tout cela devenait un cycle, prier pour être pardonné, me punir, puis recommencer le même processus encore et encore.
J'avais aussi une peur irrationnelle des autres, même de ceux qui étaient censés être là pour me soutenir. Je pensais que si je socialisais, même avec des membres de l'Église, ils pouvaient me détourner de la voie droite et m'entraîner vers le péché. Cette peur de la contamination était omniprésente. Si je me retrouvais avec quelqu'un, même une simple conversation pouvait déclencher l'idée qu'il me conduisait à faire quelque chose de mal, alors je m'éloignais de toute interaction humaine, pensant que c'était la seule façon de préserver ma pureté. Ce qui m'effrayait le plus, c'étaient les pensées indésirables. Parfois, des pensées qui me paraissaient absolument inacceptables et pécheresses traversaient mon esprit. Et c'était là que la souffrance devenait presque insupportable. Dès qu'une pensée sale ou impure venait à moi, je croyais que c'était une faute grave, et donc, je me devais de me punir. Si je n'arrivais pas à expier ces pensées, je pensais que je condamnerais mon âme à l'enfer. Chaque jour était une bataille entre la peur de pécher et la tentation de vivre normalement. La simple idée d'une pensée négative pouvait me plonger dans un tourbillon de culpabilité, au point que je me sentais prisonnier de mon propre esprit. Heureusement, après des années de thérapie, j'ai appris à gérer tout cela. Ce n'est pas parti du jour au lendemain, mais j'ai petit à petit compris que mes pensées ne définissaient pas qui j'étais. J'ai appris à faire la distinction entre les rituels que j'avais mis en place et la réalité. Aujourd'hui, même si ce combat fait partie de mon passé, il m'arrive encore parfois de ressentir une certaine angoisse, surtout dans des moments de stress. Mais je sais maintenant que je n'ai pas à me punir pour des erreurs que j'ai commises ou pour des pensées qui ne sont que des pensées, et non des actions. Ce processus de guérison a été long, et il m'a permis de retrouver une relation plus saine avec ma spiritualité, loin des chaînes de la peur et de la culpabilité. J'ai constamment cette peur que les gens découvrent des choses personnelles que je tiens à garder secrètes. Des choses très intimes, des détails de ma vie que je ne veux absolument pas partager. Parfois, je me retrouve à imaginer des scénarios dans ma tête, à me convaincre que cela n'arrivera pas, que je suis en sécurité et que mes secrets ne seront pas révélés. Au début, ça m'aide à me calmer, mais plus la journée avance, plus l'anxiété monte. Elle se renforce à mesure que je pense à tout ça, et c'est comme si je n'arrivais plus à m'en défaire. Cette peur devient écrasante. À un moment donné, je me retrouve à penser constamment à ces scénarios, à ces craintes, juste pour essayer de maintenir une illusion de normalité. Mais au fond, cela ne fait qu'augmenter l'anxiété. Je me sens comme un robot qui suit les gestes du quotidien, sans réellement vivre les moments. Il y a toujours cette idée en arrière-plan, comme une menace silencieuse, que si je ne contrôle pas mes pensées et mes actions, ce que je redoute le plus finira par se produire. Cela me donne l'impression de ne pas pouvoir réellement participer à la vie, de me sentir détaché de tout ce qui se passe autour de moi. Chaque activité, chaque interaction devient un terrain miné, où la peur de révéler quelque chose de trop personnel me paralyse. C'est comme si chaque vérification, chaque répétition des scénarios dans ma tête était la seule chose qui me permettait de ne pas sombrer dans une crise psychotique. Si je ne pense pas à tout cela, si je ne me prépare pas mentalement à éviter que mes secrets ne soient exposés, je crains que ma réalité se fissure et que je perde totalement le contrôle. C'est un poids permanent, quelque chose que je porte en silence. Mais même lorsque je fais cet effort constant pour prévenir ce qui pourrait arriver, cela ne m'empêche pas de me sentir vide, de traverser la journée sans réellement y participer. Tout a commencé de manière assez banale. Je l'avais rencontré une semaine plus tôt, dans un contexte tout à fait normal. Nous avions échangé quelques mots, mais rien de plus. Il n'y avait eu aucun flirt, aucune interaction romantique ni sexuelle, juste une conversation comme on peut en avoir avec n'importe qui. Pourtant, dès que nous nous sommes recroisés, son comportement a complètement changé, et ça a pris une tournure vraiment étrange, presque inquiétante. Au début, ça n'était qu'un petit détail, mais ça a vite pris de l'ampleur. Il commençait à apparaître dans les endroits où j'étais, toujours à quelques mètres de moi. Rien de gênant au début, mais peu à peu, il est devenu de plus en plus insistant, comme s'il se sentait obligé de rester constamment près de moi. C'était une sorte de présence omniprésente, comme s'il ne pouvait tout simplement pas être sans moi, même pour quelques instants. Il s'assurait de toujours se tenir à côté de moi, comme une sorte d'ombre, sans que je n'ai rien demandé. Puis il a commencé à aller plus loin.
Lorsqu'il n'était pas physiquement à mes côtés, il trouvait des moyens de s'imposer dans mon espace personnel. Il poussait même les gens qui se tenaient près de moi, comme s'il revendiquait son territoire. Il semblait vraiment persuadé que j'étais sa propriété, qu'il avait un droit de présence absolu à mes côtés. À chaque fois que quelqu'un s'approchait trop de moi, il intervenait, les éloignant de manière parfois brusque. Au début, je croyais que c'était une mauvaise blague ou que je rêvais. Mais non, ça devenait réel. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est quand j'ai essayé de discuter de son comportement avec lui. Je lui ai expliqué, calmement, que je trouvais son attitude un peu trop intrusive et que je ne me sentais pas à l'aise avec cette proximité constante. C'était la première fois que je lui mettais des limites. Sa réaction a été complètement disproportionnée et choquante. Il a commencé à me dire qu'il ne pourrait pas vivre sans moi à ses côtés, qu'il ne pourrait pas survivre si je ne lui donnais pas l'attention qu'il exigeait. Puis, à un moment donné, il a carrément menacé de se suicider si je ne le laissais pas être toujours près de moi. Là, je n'ai pas su comment réagir. C'était tellement déroutant et toxique. En quelques heures, il était passé d'un inconnu à quelqu'un qui semblait s'être totalement approprié une partie de ma vie, sans que je lui ai donné ce droit. Je ne savais pas si c'était de la manipulation émotionnelle ou simplement un trouble profond, mais une chose était certaine, j'étais face à quelqu'un qui n'avait absolument aucune notion de respect des limites personnelles. J'ai dû mettre un terme à cette situation assez rapidement. J'ai pris mes distances, coupé court à toute communication avec lui et lui ai fait savoir de manière ferme que je ne tolérerais pas de telles menaces. Bien sûr, il a continué à essayer de me contacter, mais j'ai bloqué ses tentatives et fait tout ce que je pouvais pour éviter toute interaction. Ce genre de comportement m'a totalement dégoûté. Je n'avais aucune intention de devenir une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui, au lieu de chercher de l'aide de manière saine, préférait jouer sur mes émotions pour me faire culpabiliser. Heureusement, il a fini par disparaître, mais cette expérience m'a fait réfléchir sur la fragilité de certaines personnes et sur l'importance de poser des limites claires et fermes dans toutes nos relations, même avec des inconnus. La manipulation émotionnelle, sous n'importe quelle forme, n'a rien à faire dans une relation saine. Et moi, je n'étais pas prête à être un substitut à la solitude ou à des problèmes personnels non résolus. J'ai eu une colocataire qui avait une fixation pour son apparence, mais c'était bien plus qu'un simple souci de vanité. C'était une véritable obsession. Ce qui a commencé comme une passion pour le maquillage et la mode a rapidement dégénéré en un besoin maladif de se voir reflété partout, tout le temps. Les miroirs sont devenus omniprésents dans notre appartement. Il y en avait un dans la salle de bain, ce qui est normal, mais aussi dans la cuisine, le salon, et même dans le couloir. Au début, je n'y ai pas prêté trop attention. Elle était coquette, aimait se maquiller, et voulait simplement être sûre qu'elle était toujours impeccable. Mais un matin, je l'ai surprise en train de se contempler dans un miroir du salon. Elle fixait son propre reflet, presque hypnotisée, murmurant des mots que je n'arrivais pas à comprendre. Plus le temps passait, plus elle passait des heures entières devant ces miroirs. Elle ne se contentait plus de vérifier sa coiffure ou son maquillage, elle scrutait chaque détail de son visage, de son corps, comme si elle cherchait des défauts invisibles aux autres. Son comportement est devenu de plus en plus inquiétant. Un jour, elle a acheté un énorme miroir qu'elle a installé dans notre chambre commune. Chaque soir, elle s'asseyait devant, éclairée par des lumières qu'elle avait disposées autour, se regardant sans bouger. Parfois, elle répétait des phrases comme « Je dois être parfaite » ou « Pourquoi est-ce que je ne peux pas être mieux ?» Je l'entendais pleurer doucement, se détestant pour des imperfections que personne ne voyait. Cette obsession a fini par affecter ses études et son travail. Elle a perdu son emploi parce qu'elle arrivait en retard ou manquait des réunions, trop absorbée par ses rituels devant le miroir. Quand je l'ai confrontée, elle m'a hurlé que je ne pouvais pas comprendre, que c'était son combat, sa malédiction. J'ai réalisé que ce n'était plus qu'une question d'apparence, mais une guerre interne qu'elle menait contre elle-même, chaque jour. Un soir, elle a brisé un des miroirs, dans un accès de rage, coupant ses mains en ramassant les morceaux brisés. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les choses avaient pris une tournure dangereuse. Elle a fini par accepter de se faire aider, mais même après des mois de thérapie, elle avoue encore ressentir ce besoin constant de se voir,
de se juger. Ce qui me reste de cette période, c'est l'image de quelqu'un piégé par son propre reflet, un prisonnier de sa propre apparence. Un jour, j'ai découvert que mon ami, quelqu'un que je croyais connaître, vivait avec une obsession dévorante. Il collectionnait des objets, mais pas n'importe lesquels. Ce n'était pas un simple passe-temps, c'était une compulsion qui envahissait chaque aspect de sa vie. Tout a commencé de manière assez inoffensive. Il avait toujours aimé récupérer de vieilles pièces de monnaie ou des objets antiques. Mais avec le temps, son intérêt a pris des proportions inimaginables. Je me souviens du jour où je suis entré dans son appartement pour la première fois depuis des mois. J'avais accepté son invitation à prendre un café, mais je n'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir. En franchissant le seuil de la porte, j'ai été submergé par la vision des étagères bondées, des piles d'objets empilés contre les murs, laissant à peine la place pour circuler. Il y avait des pièces de monnaie anciennes, des sculptures miniatures, des poupées de porcelaine, des journaux jaunis par le temps, et des livres dont la couverture tombait en lambeaux. Même des tickets de cinéma de films qu'il n'avait pas aimés étaient encadrés, soigneusement conservés comme des trésors. Je lui ai demandé pourquoi il gardait toutes ces choses. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a glacé le sang, me disant que chaque objet avait une histoire, qu'ils étaient des fragments d'âme, et qu'il se devait de les préserver. Il passait des heures à tout réorganiser, obsédé par l'idée que tout devait être classé dans un ordre précis, que rien ne devait être déplacé sans son accord. Sa vie sociale a rapidement disparu. Chaque invitation à sortir était refusée. « Je ne peux pas partir », me disait-il. « Si je m'éloigne, quelqu'un pourrait voler mes pièces les plus précieuses. » Son obsession a pris une tournure plus sombre quand il a commencé à s'endetter pour nourrir sa collection. Il ne payait plus son loyer, ses factures s'empilaient, et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Il a même fini par voler, d'abord de petites choses dans des magasins d'antiquités, puis des objets plus importants chez des amis. Quand je l'ai confronté, il m'a crié dessus, me traitant de traître, affirmant que je ne comprenais rien à sa mission. Le jour où il a été arrêté pour avoir tenté de dérober un artefact dans un musée, je me suis rendu compte de l'ampleur de sa détresse. Il n'était plus lui-même, et ce qui me hantait le plus, c'était de me rappeler les moments où il n'était qu'un simple amateur de belles choses, quelqu'un de passionné, qui n'avait jamais montré de signe de cette folie qui allait finir par le détruire. Ce qu'il restait de lui, c'était un homme vidé, accroché à ses objets comme un naufragé s'agrippe à un morceau de bois flottant, même si cela ne le sauverait jamais. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était avant l'ère des smartphones, donc pas de notifications ni de caméras intégrées. J'avais passé quelques jours chez lui, et un matin, je me suis réveillé en sursaut par un bruit étrange. C'était un flash, puis le bruit distinct d'un appareil photo. En ouvrant les yeux, j'ai vu qu'il était en train de prendre des photos de moi pendant que je dormais. Il buvait du scotch, totalement indifférent à mon inconfort. Je me suis senti violé dans mon intimité, et il était là, serein, en train de capturer des moments où j'étais vulnérable. J'ai immédiatement pris la parole, lui disant que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, que je n'étais pas du tout à l'aise avec ça et que j'avais besoin de partir. Mais au lieu de s'excuser ou de comprendre ma réaction, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, entre deux sanglots, qu'il ne pouvait même pas se masturber sans penser à moi. C'était vraiment dérangeant, comme s'il essayait de manipuler la situation en me culpabilisant pour mes émotions. Je suis resté choqué, ne sachant pas comment réagir. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui traverse cette limite, qui transforme un moment intime en spectacle pour sa propre satisfaction? Je savais juste que je devais partir, tout de suite. Mais ce n'était que la première partie de l'histoire. Avant cet incident, j'avais quitté l'État et déménagé dans une petite ville des Caraïbes. J'avais besoin de repartir à zéro, de m'éloigner de tout ce qui me rappelait le passé. C'était censé être un nouveau départ, loin de tout ce que j'avais connu. Mais apparemment, il avait d'autres plans. Je n'avais pas du tout anticipé ce qui allait suivre. Quelques semaines après mon arrivée dans cette ville, je l'ai vu. Il m'a retrouvé. Il ne savait même pas dans quelle ville exactement j'étais, mais il avait réussi à la retrouver, simplement en connaissant le nom de la petite ville où je m'étais installé.
Il a débarqué comme par magie, me disant qu'il avait toujours voulu visiter cet endroit. Il a trouvé mon adresse, et, au début, je pensais que c'était une coïncidence. Mais en le voyant, tout a fait sens, il avait fait des recherches et m'avait suivi jusque-là. Je suis resté sans voix, complètement sous le choc. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait suivi, et il a répondu qu'il voulait juste me retrouver. Nous avions rompu avant que je parte, une rupture qui n'avait jamais été sérieuse. Mais lui, il ne l'avait pas accepté. Il était devenu un véritable stalker. Au lieu de respecter mes choix, il avait pris cette situation comme un défi à relever, un jeu où il pensait que je finirais par revenir à lui. Je me suis senti complètement envahi, et la peur a commencé à s'installer. C'était flippant. Je n'avais jamais imaginé qu'il irait aussi loin, surtout après une rupture aussi claire et définitive. Le plus perturbant, c'était qu'il ne semblait pas comprendre pourquoi je n'étais pas heureuse de le revoir. Il me faisait des avances maladroites et insistantes, comme si mon déménagement, mon éloignement, ne signifiant rien pour lui. J'avais l'impression qu'il me voyait comme une possession, quelque chose qu'il pouvait récupérer. Finalement, après une série de discussions tendues, j'ai mis les choses au clair une bonne fois pour toutes. J'ai dû lui dire que je ne voulais plus avoir aucun contact avec lui, que je ne pouvais plus supporter son attitude et que j'avais besoin de ma vie loin de lui. Heureusement, après quelques jours de tension, il a fini par partir, mais l'angoisse de savoir qu'il pourrait réapparaître à tout moment m'a hanté pendant longtemps. J'ai mis fin à une relation avec un petit ami physiquement abusif, mais je n'avais aucune idée à quel point cela allait tourner en un véritable cauchemar. À l'époque, je travaillais à environ 25 minutes de chez moi, empruntant toujours le même chemin pour rentrer. Mon emploi du temps était assez stable, et j'avais l'habitude de rouler sur la même route chaque jour. Au début, je n'ai pas prêté attention, mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Son véhicule, et parfois même ceux de ses amis, étaient régulièrement garés sur le bord de la route, légèrement en retrait, à des endroits un peu étranges, souvent autour de virages très serrés. Je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, mais la situation est rapidement devenue bien plus inquiétante. Cela a commencé à se produire aussi la nuit. Je faisais des inventaires chaque mardi soir et je finissais vers 22h, ce qui était ma seule vraie soirée de travail en dehors des heures normales. À chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais sa voiture ou celle de ses amis se garer au même endroit. Il semblait que ce n'était pas juste une coïncidence, mais que quelqu'un me suivait. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise, mais je ne voulais pas paniquer trop tôt. Cependant, plus le temps passait, plus je devenais paranoïaque, et je décidais de changer de route à chaque fois, pour éviter de me retrouver face à lui. Puis est arrivé le week-end de Pâques, et encore une fois, je devais rester tard pour aider un collègue à changer les affichages promotionnels. Je travaillais chez Subway à l'époque. C'était presque 21h quand le téléphone du magasin a commencé à sonner en continu. Je savais immédiatement que c'était lui. Mon collègue, qui était au courant de la situation, a pris l'initiative de couper le son du téléphone, et nous avons continué notre travail. Mais quelques minutes après, quelque chose d'encore plus inquiétant s'est produit. Nous avons vu mon ex dehors, au milieu de la route, en train de fixer le restaurant par la fenêtre. Je me suis immédiatement caché derrière le comptoir, totalement pétrifié. Mon collègue, voyant la situation dégénérer, m'a informé qu'il était parti quelques minutes plus tard, mais j'étais toujours sous le choc. Je pensais que ça s'était terminé là, mais en me rendant à ma voiture après ma journée, l'horreur m'attendait. Non seulement il avait réussi à forcer l'entrée de ma voiture, mais il y avait également un paquet de cannabis et un mot menaçant laissé dans le véhicule. À ce moment-là, j'ai vraiment compris à quel point il était devenu imprévisible et dangereux. J'étais complètement angoissé et j'avais l'impression qu'il n'allait jamais me laisser tranquille. Le lendemain, je suis allé acheter une nouvelle voiture. C'était un investissement nécessaire, mais surtout une manière de me protéger. Et cette fois, je n'ai pas hésité, j'ai choisi un modèle équipé d'une alarme ultra bruyante, une sorte de dispositif de sécurité bien plus fort que ce que j'avais avant. Je n'avais plus confiance, et il me semblait que cette alarme pouvait m'offrir une certaine tranquillité d'esprit. Bien sûr, cela n'a pas résolu tous les problèmes, mais c'était un pas vers la fin de l'emprise qu'il exerçait sur moi.
J'ai pris des mesures pour signaler son comportement aux autorités, et j'ai fait en sorte de m'entourer des bonnes personnes, celles qui me soutenaient. Avec le temps, j'ai réussi à m'éloigner de lui, mais l'expérience m'a profondément marqué. Il a fallu bien plus qu'un changement de route ou une voiture neuve pour me débarrasser de cette peur, mais ces petits gestes ont été un début pour me réapproprier ma vie et ma sécurité. En tant que conducteur de bus, on attend de toi une certaine convivialité. Il est naturel de discuter avec les passagers quand on a un peu de temps libre, surtout lorsque le trajet est calme. C'est exactement ce que je faisais, tout en essayant de rester professionnel. Mais un jour, une passagère régulière a commencé à s'installer dans le siège du devant, juste à côté de moi, et à engager des conversations. Au départ, c'était anodin, un petit mot par-ci par-là, des échanges sur la météo ou la circulation. Mais avec le temps, ces conversations sont devenues de plus en plus personnelles, et toujours par son initiative. Elle semblait vraiment vouloir en savoir plus sur ma vie, sur mon travail, et petit à petit, elle a commencé à me poser des questions de plus en plus intimes. Je n'étais pas du genre à me confier facilement, mais j'essayais de rester courtois et de répondre sans trop en dire. Toutefois, la situation a pris un tour qui m'a mis un peu mal à l'aise. Ces questions devenaient de plus en plus personnelles, et malgré mes réponses plutôt générales, elles persistaient. Cela m'a mis un peu sur la défensive. Un jour, j'ai pris la décision de parler à mon superviseur. J'ai expliqué la situation, juste pour couvrir mes arrières, au cas où ça deviendrait gênant. Je n'avais pas de mauvaises intentions, mais je sentais que les choses commençaient à devenir un peu trop personnelles. Mon supérieur m'a écouté attentivement, mais je crois qu'il n'a pas pris la situation au sérieux. Cela ne m'a pas empêché de garder la situation sous contrôle, en évitant de m'impliquer davantage. Puis, les choses ont pris une tournure encore plus bizarre. Elle a commencé à me donner des cadeaux. D'abord des cookies, puis des bonbons, des boissons. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais je savais que je devais rester poli. C'était un peu étrange, mais je n'avais pas l'intention de refuser, de peur de la froisser. Le problème, c'est qu'elle a continué à insister, et un jour, elle m'a invité à dîner chez elle, soi-disant pour me présenter à sa mère. Elle m'a dit que sa mère serait ravie de rencontrer son petit ami. Je me suis figé sur place. J'avais zéro intérêt pour cette jeune femme, et je n'avais absolument pas l'intention de m'engager dans quoi que ce soit de personnel avec elle. Je n'étais même pas sûr de la manière de lui faire comprendre ça sans être brutal, mais je savais que je devais mettre un terme à cette situation de manière polie mais ferme. Heureusement, à partir de ce moment-là, elle a soit déménagé, soit commencé à éviter le bus pendant mes horaires. Ce qui, pour moi, était un soulagement. Je n'ai jamais eu à affronter une situation aussi inconfortable de ma carrière de chauffeur de bus. Cela m'a appris l'importance de poser des limites claires, même dans un environnement où l'on attend de toi d'être sympathique et ouvert. Je vais te raconter l'histoire de mon ami d'enfance, Kenny. On a grandi ensemble, dans ce petit quartier tranquille où tout le monde se connaissait. Kenny était un garçon un peu à part, toujours dans ses pensées, souvent dans son coin, mais pas de manière inquiétante à l'époque. C'était un type plutôt calme, qui aimait explorer la nature, les forêts autour de chez nous, ou encore traîner au bord des rivières. Mais à partir de l'adolescence, quelque chose a changé chez lui, et pas en bien. Au début, c'était juste des petites choses, des discussions étranges. Il me parlait souvent d'animaux, pas des animaux qu'on pourrait attendre d'un garçon de notre âge, mais des animaux morts. Il disait qu'il aimait les observer, les étudier. Je pensais qu'il était juste un peu obsédé par les sciences naturelles, qu'il se passionnait pour les ossements, les squelettes. Mais quand il a commencé à me montrer sa collection, je n'ai plus trop su quoi en penser. Il avait commencé avec des insectes. Des fourmis, des mouches, des papillons qu'il avait soigneusement épinglés et rangés dans des boîtes en verre. Il m'a dit que ça lui permettait de mieux comprendre la structure des corps, comment chaque petit détail, chaque partie était liée à la vie et à la mort. Au début, je n'ai pas trouvé ça si bizarre. C'était un peu macabre, certes, mais on était jeunes et curieux, donc ça passait. Mais un jour, il a débarqué chez moi avec un sac plastique dans lequel se trouvait un petit serpent mort.
Il l'avait trouvé dans un champ, il m'a dit. Il avait un air presque triomphant en me le montrant. Regarde, je vais pouvoir récupérer ces os, qu'il m'a dit. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête, mal à l'aise. C'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de vraiment étrange dans ses obsessions. Ses yeux brillaient d'une excitation presque inquiétante quand il parlait de sa collection. Les semaines qui ont suivi, il a commencé à ramener des animaux de plus en plus gros. Des rongeurs, des oiseaux, et parfois même des mammifères, tout cela dans des états avancés de décomposition. Je n'ai jamais su s'il les tuait lui-même, mais je n'ai jamais cru que c'était le cas. Il m'a dit plusieurs fois qu'il les trouvait, souvent dans des fermes abandonnées, ou dans des champs, parfois même sur des routes. Il les ramenait à la maison, parfois les cachait dans sa chambre, et il passait des heures à les nettoyer, à les désosser. Il m'expliquait comment il faisait pour préserver les squelettes, les conserver dans l'acide, les sécher, les rendre beaux pour sa collection. Un jour, il m'a invité à voir un de ses nouveaux trésors, un petit cerf qu'il avait trouvé dans la forêt, un animal qui semblait être mort depuis plusieurs semaines. Je me souviens avoir été totalement dégoûté, mais aussi un peu effrayé. Il avait déposé le cadavre sur une table et il était en train de retirer les os, tout en me parlant de la beauté de la structure du crâne, de la manière dont la nature faisait les choses. Il ne parlait que de ça, et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Ses yeux étaient comme en transe, fixés sur les os, comme s'il était plus proche de ces créatures mortes que des vivantes. J'ai arrêté de traîner avec lui peu de temps après. Il était devenu trop obsédé par sa collection. À chaque fois que je l'appelais ou qu'on se voyait, il ne parlait que de ça. Il n'y avait plus de place pour autre chose dans ces discussions. Et moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi il se nourrissait de cette obsession morbide. Je savais qu'il ne tuait pas les animaux, mais quelque chose en lui était profondément perturbé par cette quête de la mort, de l'après-vie de ces créatures. J'ai fini par m'éloigner complètement. Je ne savais pas quoi penser, ni comment l'aider. Il ne semblait pas vouloir d'aide, il semblait heureux dans son petit monde, immergé dans cette obsession de la mort et des restes. Je ne l'ai plus jamais revu après le lycée, mais j'ai entendu des rumeurs. On disait qu'il était allé étudier la biologie, mais j'ai toujours eu des doutes. Il n'était plus le garçon que j'avais connu. Il n'était plus un jeune qui aimait observer la nature, il était devenu quelqu'un de froid, qui cherchait à comprendre, à maîtriser la fin de toute chose. Je me demande encore parfois ce qu'il est devenu, mais une partie de moi a toujours eu peur de la réponse. Peut-être que sa collection n'était qu'un début, peut-être que la frontière entre la fascination et l'obsession est plus fine qu'on ne le pense. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une amie, une personne que j'ai connue toute ma vie. Au début, on riait ensemble, on se confiait nos secrets, et je pensais que rien ne pourrait briser cette complicité. Mais ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui m'a complètement déstabilisé. C'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu pied, et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Il y a plus d'1 an, elle a été quittée. Je vais être honnête, je pensais qu'elle allait s'en remettre, comme tout le monde. C'était une histoire comme une autre, avec ses hauts et ses bas, comme on en vit tous. Mais, à un moment donné, quelque chose a changé. Ce n'était plus juste la douleur d'une rupture, c'était devenu autre chose. Au début, elle me parlait encore de lui, bien sûr. Il m'a écrit, il m'a dit ça, il m'a regardé comme ça, et j'essayais de la soutenir, de la convaincre que c'était normal, que le temps ferait son travail. Mais petit à petit, elle a commencé à s'enfermer dans une réalité parallèle. Elle m'appelait sans cesse pour me raconter des détails de leur relation, comme si elle était toujours avec lui. Elle parlait de lui comme s'il était encore là, à ses côtés. Elle revivait chaque moment passé ensemble avec une intensité folle, comme si cela ne faisait que quelques jours. Ce qui m'a frappé, c'est que son ex ne voulait plus de contact. Il l'avait bloqué partout, sur les réseaux sociaux, par message, même par email. Et pourtant, elle n'a pas cessé de lui envoyer des textos, des appels, jour après jour, semaine après semaine. À un moment donné, elle a commencé à lui écrire des lettres. Des lettres qu'elle envoyait chaque semaine, malgré l'absence totale de réponse de sa part. Elle me montrait ces lettres, me demandant si elles étaient bien écrites, comme si c'était une simple question de forme,
comme si son ex allait, un jour, se réveiller et tout effacer, revenir vers elle. Mais il n'a jamais répondu. Rien. Et ça n'a pas arrêté là. Non, c'était comme si le vide qu'il avait laissé en elle devenait un gouffre. Elle l'a suivi. Il allait à une fête? Elle y allait aussi. Il passait près de chez elle? Elle se débrouillait pour le croiser, juste pour le voir, juste pour sentir qu'il était encore là, quelque part. Et chaque fois qu'il la remarquait, chaque fois qu'il la repoussait, c'était comme si cela l'enfonçait encore plus. Il a dû appeler la police plusieurs fois. Vous vous rendez compte? À chaque fois qu'il la voyait, il avait peur, et il avait raison. C'était devenu une forme de harcèlement. Je vais être honnête avec vous, j'ai essayé de l'aider. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit que ça allait passer, que le temps ferait son œuvre, qu'elle finirait par tourner la page. Mais plus je tentais de l'aider, plus je voyais que ça ne servait à rien. Elle me regardait, et j'avais l'impression qu'elle ne m'entendait même pas. Elle m'expliquait, avec une certitude que je ne pouvais pas comprendre, que tout était encore possible. Qu'il n'avait pas définitivement tourné la page, qu'il lui suffisait juste de lui montrer qu'elle était là, qu'elle l'aimait encore. Elle me disait, il faut juste qu'il sache à quel point je tiens à lui. Il faut qu'il le voie. Le pire, c'est quand elle a commencé à inventer des histoires. Elle a dit à plusieurs de ses amis et à sa famille qu'elle était enceinte de lui, et s'était acheté un faux ventre de femme enceinte sur Amazon. Vous vous rendez compte? Elle a menti, fabriqué un mensonge énorme, juste pour avoir l'impression que quelque chose, un fil ténu, les reliait encore. Je n'avais plus les mots pour la raisonner. Comment expliquer à quelqu'un qu'on ne peut pas reconstruire une relation à coups de mensonges, de faux espoirs et de mensurations fantasmées? Elle a détruit sa propre vie, elle a fini par se couper de tout le monde. Elle n'a plus aucune perspective, aucun autre objectif que de le reconquérir. Le problème, c'est qu'elle vit dans un autre monde, un monde où lui, il n'est plus. Où lui, il l'a laissé derrière. Et ça, je crois qu'elle ne l'acceptera jamais. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas de tourner la page, ce n'est même pas de l'amour, mais une idée de ce que l'amour aurait dû être. J'ai vu des gens se perdre après une rupture, c'est normal, tout le monde a besoin de temps pour guérir. Mais là, c'était différent. C'était comme si elle se transformait, comme si elle devenait une autre personne, complètement figée dans le passé. Elle ne voyait plus le monde autour d'elle. Elle ne vivait plus. Elle était juste là, à attendre que quelque chose change. Mais rien ne change, parce qu'il a tourné la page. Il a refait sa vie, et elle reste là, dans cette prison de pensée qu'il a détruite. J'ai essayé de l'aider, croyez-moi. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux, de lui dire qu'elle avait besoin de se reconstruire, de se recentrer sur elle-même. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas à moi de la sauver. C'est elle qui doit se sauver. Elle doit décider un jour qu'il est trop tard pour lui, qu'elle doit avancer, même si ça fait mal. Mais tant qu'elle refusera de voir la réalité, tant qu'elle s'accroche à cette idée qu'elle peut le ramener, elle restera là, perdue dans son propre piège. Aujourd'hui, je crois qu'elle a besoin de tout perdre avant de pouvoir se reconstruire. Mais je n'ai plus de contrôle là-dessus. Elle doit vouloir s'aider elle-même. C'est ce qu'on m'a toujours dit, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et je crois que c'est ça, la réalité. Elle devra un jour choisir de se libérer de cette folie. Mais je ne sais pas quand, ni comment. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et que parfois, ce n'est pas suffisant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.